Chunk One. J'ai été sur cette scène de nombreuses fois en tant que présentateur. J'ai été assis dans le public. En 1983, Elizabeth Taylor a fait quelque chose qu'aucune star hollywoodienne n'avait jamais fait auparavant. Elle a regardé directement la caméra et a avoué ses secrets les plus sombres. Elle a admis être alcoolique et toxicomane. Elle a dit au monde qu'elle prenait plus de 50 pilules par jour. Elle falsifiait des ordonnances et soudoyait des chauffeurs pour qu'ils récupèrent des médicaments dans 5 pharmacies différentes. Mais son aveu le plus choquant est venu plus tard. Elle a révélé des détails sur ses mariages qui ont laissé le public sans voix. Ce qu'elle a dit de ses maris célèbres a changé tout ce que les gens pensaient savoir d'elle. Elizabeth Taylor est née à Londres le 27 février 1932. Elle n'était qu'une petite fille lorsque le monde autour d'elle a commencé à changer. La guerre approchait. En avril 1939, son parrain, Sir John Cassilele, invita la famille Taylor à prendre le thé avec Winston Churchill. Cet après-midi-là, Churchill ne parla pas doucement. Il les a clairement avertis. Il a dit au père d'Elizabeth de faire sortir la famille de Londres avant que les bombes ne commencent à tomber. 5 semaines plus tard, sa mère, Sarah, a emballé Elizabeth et son frère, Howard, est monté à bord du SS Manhattan et a navigué pour l'Amérique. Elizabeth n'avait que 7 ans. Son père est resté pour fermer sa galerie d'art. La traversée de l'Atlantique a été difficile. Les vagues se sont écrasées contre le navire pendant 7 longs jours. Elizabeth, effrayée mais curieuse, a trouvé du réconfort dans une chose. Elle a regardé La Petite Princesse. Un film de Shirley Temple, encore et encore dans le petit cinéma du navire. Ce petit écran a déclenché quelque chose en elle. Elle voulait jouer. 5 mois plus tard, le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne. Churchill avait eu raison et la vie de la famille a complètement changé. Ils ont vendu leur maison de Londres pour seulement 5 000 $. À Los Angeles, ils ont dû supprimer la viande du dîner juste pour économiser 25 cents par jour. Mais Elizabeth avait déjà frôlé la mort encore plus tôt. Chunk 2. À l'âge de 3 ans, en décembre 1935, elle a eu une terrible pneumonie. C'était si grave que les médecins ont dit à ses parents de se préparer au pire. Elle a passé 8 jours dans une tente à oxygène au Great Ormond Street Hospital à Londres. Sa fièvre a atteint 40 degrés et elle a perdu 2 kilos en une semaine. Elle a survécu, mais ses poumons ne se sont jamais complètement rétablis. Cette maladie est revenue la hanter en 1961 et de nouveau en 1990, la tuant presque à chaque fois. Après ce premier combat pour sa vie, quelqu'un lui a donné une médaille Zerle d'or de Saint-Christophe et elle l'a gardée avec elle pendant les 70 années suivantes sur chaque plateau de tournage. Même quand elle était bébé, il y avait quelque chose de spécial chez Elizabeth. Les infirmières pensaient qu'elle portait de l'eyeliner à la naissance parce que ses yeux avaient 2 rangées de cils. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une maladie rare appelée distichiasis, causée par une petite erreur dans l'un de ses gènes. La plupart des personnes atteintes ont des problèmes, mais pas Elizabeth. Ses cils ne la rendaient que plus frappante. Plus tard, le meilleur caméraman de MGM a découvert que ses yeux de couleur violette n'étaient pas seulement inhabituels. Ils avaient déposé plus de pigments que la normale, ce qui les faisait briller sous les lumières d'Hollywood. Lorsqu'elle a auditionné pour Lassie Come Home en 1942, l'équipe de maquillage a essayé d'enlever son mascara pour se rendre compte qu'il n'y en avait pas. Les cils étaient réels. Certains ont plaisanté en disant que chaque cil lui avait rapporté 1 000 $ au fil des ans. En octobre 1940, Elizabeth a été testée par Universal Studios pour le remake de La Petite Princesse, mais ils l'ont rejetée. Ils pensaient que son accent britannique sonnait trop chic. Mais elle n'a pas abandonné. Elle est revenue et a parlé de son poney, Betty, pendant 90 secondes. Elle a nommé 15 parties du harnais du cheval sans manquer un seul battement. Cette courte conversation lui a valu un contrat de 6 mois. Elle n'avait que 8 ans. Ils lui ont demandé de grandir
de perdre de la graisse de bébé et ont même suggéré de s'épiler les sourcils. Elle s'est entraînée dur, apprenant à passer parfaitement de l'accent britannique à l'accent américain en mars 1941. C'était une compétence qu'elle a utilisée toute sa vie. Son premier film était « Il y en a un qui naît à chaque minute », sorti le 6 novembre 1942. Elle gagnait 100 $ par semaine, soit 2500 $ pour 5 semaines de travail. Chunk 3. Mais Universal l'a abandonnée en mars 1943, la jugeant trop mature pour les rôles d'enfants. En 2 jours, MGM l'a récupérée. Ils ont vu ce que les autres ne voyaient pas. Ils ont changé ses vêtements pour la faire paraître plus grande et ont même demandé à quelqu'un de passer 18 heures à peigner soigneusement ses cils supplémentaires pour qu'ils ne collent pas sans par l'ensemble. La même année, MGM a gagné 425 000 $ grâce à son premier film, tandis qu'Elizabeth n'en a gagné qu'une fraction. Cela lui a appris à quel point Hollywood pouvait être injuste. Des années plus tard, elle exigerait des parts de bénéfices, y compris son contrat record de 1 million de $ pour Cléopâtre. En 1943, Lassie Come Home est devenu son film révélation. Elle avait 11 ans et, pour la première fois, MGM a accordé la même importance à un chien et à un enfant. Elizabeth a appris à copier les expressions du chien et, après 29 prises, il a finalement léché son visage devant la caméra. Ce moment a fait la magie du film. À sa sortie, le 7 décembre 1943, son nom était 3 fois plus reconnu qu'il ne l'était 2 ans plus tôt. Le film a rapporté 4,5 millions de $ et a donné à Elizabeth son premier vrai avant-goût de la gloire. 1 an plus tard, en 1944, elle voulait tellement le rôle principal dans National Velvet qu'elle a menti et a dit qu'elle mesurait 1,62 m. Ce n'était pas le cas, mais elle a passé des semaines à étirer son corps pour atteindre la taille requise. Le 23 août, lors d'une scène de course, elle a été jetée d'un cheval et s'est cassé le dos. Elle n'avait que 12 ans. Après 2 semaines avec une attelle, elle est revenue et a fait ses propres cascades. Cette blessure l'a suivie le reste de sa vie, mais le film a rapporté 5,8 millions de $ et elle a gardé le cheval jusqu'à sa mort en 1956. En 1946, elle a tourné Courage of Lassie dans des températures glaciales à Washington. Elle avait 14 ans et était déjà appelée « Notre Garbo » par le réalisateur. Ils ont utilisé de vrais obus de guerre pour les scènes, et quand le chien avait peur, Elizabeth le calmait en récitant doucement le psaume 23. Ce moment a été capturé sur film et a contribué à promouvoir le film. À sa sortie le 12 octobre 1946, il a rapporté 3,2 millions de $ et lui a valu le titre de bébé star du box-office de l'année. En 1947, elle avait 15 ans et tournait Life with Father. Le réalisateur lui a offert 1 500 $ par semaine, mais elle et sa mère ont insisté pour obtenir plus et ont obtenu 300 $. La même année, lors des essayages de costumes, le réalisateur lui a dit qu'elle était trop grosse. Elle mesurait 1,57 m et pesait 53 kg. Sa mère s'est défendue dans la presse. Malgré le drame, le film a rapporté 6,5 millions de $ et a obtenu 4 nominations aux Oscars. Chunk 4. Elizabeth n'avait que 2 scènes, mais elle s'est démarquée. Cette bataille salariale a conduit MGM à modifier la façon dont il payait les jeunes stars en 1948. En 1949, elle a tourné Little Women. À seulement 16 ans, son corps changeait rapidement et il devait constamment ajuster ses costumes. Sa co-star June Allison s'est agacée et a plaisanté en disant qu'Elizabeth lui volait l'attention. Ils ont fini par se quereller en coulisses, allant même jusqu'à cacher des pâtisseries dans des costumes. Mais leur tension a amélioré le film. À sa sortie en mars 1950, la plupart des spectateurs ont dit que le personnage d'Elizabeth était le plus mémorable. Les filles de toute l'Amérique ont copié sa coiffure et les boucles d'Amy sont devenues une tendance. La même année, seulement 10 jours après son 17e anniversaire, elle a tourné Conspirator et a eu son premier baiser à l'écran avec Robert Taylor,
âgée de 37 ans. Les gens ont trouvé cela inconfortable, voire dérangeant. Le film a fait un flop. MGM a perdu 84 000 $ et les dirigeants du studio ont commencé à douter d'elle. Ils ont discrètement annulé la suite. Elizabeth a dit plus tard que c'était son premier rôle d'adulte et son premier grand échec. Mais cet échec a mené à quelque chose de nouveau. Le studio l'a jumelé à Montgomery Clift pour son prochain film, espérant qu'il ferait de la magie. En octobre 1950, pendant le tournage de A Place in the Sun, Elizabeth, âgée de 18 ans, est tombée amoureuse de Clift. Il avait 30 ans, était homosexuel et confus par ses sentiments pour elle. Ils se sont rencontrés en secret dans sa cabane. Lorsqu'un journaliste de Potin s'est approché de la révélation de l'affaire, MGM a créé de fausses photos montrant des chaperons partout. La dissimulation a fonctionné et l'image d'Elizabeth est restée intacte. Le film est sorti le 14 août 1951, a remporté 6 Oscars et a rapporté 114 millions de dollars une fois ajusté pour l'inflation. Cela a sauvé sa carrière. Lorsque Clift a eu un accident de voiture en 1956, elle a été la première personne à ses côtés. En 1952, elle est allée en Angleterre pour tourner Ivanhoe. Elle était enceinte de son mari de l'époque, Michael Wilding. Pendant une scène avec des chevaux, elle s'est effondrée et a perdu le bébé. Le tournage a été interrompu pendant 9 jours. MGM a dit à la presse qu'elle était juste fatiguée, mais la vérité a fuité dans une feuille d'appel datée du 3 avril. Chunk, 5. Malgré sa douleur, elle est revenue et a terminé le film. Ivanhoe est devenu le film le plus rentable de MGM de l'année avec 1 million de dollars. Mais ce moment a marqué le début de sa longue lutte contre la santé et d'une éthique de travail qui ne s'est jamais estompée. En 1964, Elizabeth avait changé. Pour la dernière fois que j'ai vu Paris, elle ne voulait pas jouer seulement une jolie fille. Elle a envoyé au réalisateur une lettre de 12 pages demandant des scènes plus fortes. Elle voulait crier, se disputer et se sentir réelle. Le patron du studio a dit non, mais elle a menacé de partir. Elle a gagné. Ce film est sorti le 18 novembre 1954 et a attiré plus de 820 000 personnes au cours de ses 5 premières semaines. Il a rapporté 16 millions de dollars ajustés pour l'inflation et a prouvé qu'elle n'était plus seulement du glamour. Plus tard, cette même année dans Rhapsody, ses robes étaient si serrées que sa taille était mesurée à seulement 48 cm. Une projection dans l'Iowa a causé une telle agitation qu'un groupe local a qualifié les robes de lubriques. MGM a envoyé des châles et a même recadré le film pour cacher le décolleté. Mais la controverse a apporté le succès. Les ventes ont grimpé en flèche. Les magasins ont vendu tous les stocks de robes bleues de Rhapsody et les magazines de mode n'en avaient jamais assez. Elizabeth Taylor n'était plus seulement une star de cinéma. Elle était un symbole, une force et une légende en devenir. En mai 1955, Elizabeth Taylor n'avait que 23 ans lorsqu'elle est arrivée à Marfa, au Texas, pour commencer le tournage d'un film intitulé Géante. Le réalisateur, George Stevens, était connu pour être dur. Il a dit à l'équipe qu'il voulait briser son esprit. Il lui a fait répéter des scènes tellement de fois qu'elle est tombée malade et que le tournage n'a cessé d'être retardé. Puis, le 30 septembre 1955, juste après avoir terminé sa dernière scène, sa co-star James Dean est décédé dans un terrible accident de voiture. La nouvelle a frappé le plateau au milieu de la nuit. Stevens a quand même demandé à Elizabeth de revenir le lendemain matin pour terminer ses plans rapprochés, cette fois en jouant face à une doublure. Le film a fini par durer plus de 3 heures et a finalement été présenté en première le 10 octobre 1956. Stevens a remporté un Oscar du meilleur réalisateur en 1957, mais Elizabeth n'a même pas été nominée. Cela l'a profondément blessée. Chunk, 6. Cela l'a rendue plus déterminée que jamais à assumer des rôles audacieux et émotionnels.
Des années plus tard, en 2005, le film a été ajouté au National Film Registry pour son importance historique. Le 12 mai. Le 12 mai 1956, pendant le tournage de L'Arbre de vie, Elizabeth a invité son ami Montgomery Clift à dîner. Après qu'il ait quitté sa maison ce soir-là, il a écrasé sa voiture contre un poteau téléphonique. Son visage a été broyé et il a commencé à s'étouffer avec ses dents cassées. Elizabeth a couru pieds nus jusqu'à l'épave, a passé la main par la fenêtre et a retiré les dents de sa gorge pour l'empêcher de suffoquer. Elle lui a sauvé la vie. MGM a interrompu le tournage pendant 9 semaines. Le studio avait en fait souscrit une police d'assurance d'un demi-million juste au cas où quelque chose tournerait mal. Quand ils ont recommencé à tourner, le visage de Clift était partiellement paralysé. Alors, Elizabeth a veillé à ce que la caméra ne montre pas son côté blessé. Le film est finalement sorti en octobre 1957. Même s'il n'a pas très bien marché au box-office, sa performance en tant que Susanna Drake lui a valu sa première nomination aux Oscars à seulement 25 ans. En février 1958, elle a commencé à travailler sur La chatte sur un toit brûlant. Peu de temps après, elle a attrapé un rhume et est restée à la maison pendant quelques jours. Cette courte pause lui a sauvé la vie. Le 22 mars 1958, son mari, Mike Todd, est monté à bord d'un avion pour New York. L'avion s'est brisé dans une tempête au-dessus du Nouveau-Mexique et tous les passagers à bord sont morts. Elizabeth avait maintenant 26 ans, était veuve et mère de 3 enfants. Elle a passé des semaines au lit à prendre des pilules pour engourdir la douleur. MGM a fini par la pousser à retourner place au travail. Le 28 avril, elle s'est présentée toujours vêtue de noir, cachant des vêtements de deuil sous son costume. Les larmes dans le film étaient réelles. À sa sortie, le 17 septembre 1958, c'est le plus grand succès de MGM de l'année. Même si certaines personnes étaient nerveuses à propos des thèmes pour adultes, elle a été félicitée pour son côté brut et puissant et a obtenu sa 2e nomination aux Oscars. En mars 1959, elle a commencé le tournage de Soudain l'été dernier avec Joseph Mankiewicz à la réalisation et Katharine Hepburn comme co-star. Le film était basé sur une histoire étrange et troublante de Tennessee Williams. Avant même qu'ils ne commencent à tourner, les groupes religieux étaient déjà en colère. Ils ont menacé de qualifier le film de condamné s'il ne supprimait pas certaines scènes. Elizabeth a assisté à des réunions après des réunions avec les censeurs, se battant pour conserver les parties les plus intenses. Chunk, 7. Elle a également tenu tête au réalisateur lorsqu'il a voulu la filmer dans un maillot de bain révélateur. Elle ne voulait pas en faire quelque chose de vulgaire. Le film est sorti le 22 décembre 1959 avec seulement de petits changements. Les critiques ont dit que la scène finale était choquante et inoubliable. Le public n'arrêtait pas d'en parler. Elizabeth a obtenu sa 3e nomination aux Oscars et le scénario et Katharine Hepburn ont également été reconnus. Cela a prouvé que prendre des risques pouvait apporter de vraies récompenses. En août 1959, Elizabeth a accepté de tourner La Vénus au Vison juste pour terminer son contrat avec MGM. Mais elle détestait l'histoire et a dit qu'il ne s'agissait que de vendre du sexe. Le studio s'en fichait. Ils ont engagé son nouveau petit ami, Eddie Fisher, dans le film, espérant que les potins stimuleraient les ventes de billets. Le tournage s'est terminé juste avant Noël, mais quelques mois plus tard, le 6 mars 1961, elle s'est effondrée à Londres avec une grave pneumonie. Les médecins ont dû lui couper la gorge pour lui sauver la vie. L'opération lui a laissé une cicatrice et l'a gardée à l'hôpital pendant des semaines. Des photos d'elle avec des bandages ont fait le tour du monde au moment où les Oscars étaient en train d'être décernés. Le 17 avril 1961, elle a remporté le prix de la meilleure actrice alors qu'elle était encore en convalescence à l'hôpital. Shirley MacLaine, qui a perdu, a plaisanté en disant qu'elle avait perdu contre une trachéotomie. Elizabeth n'a jamais revu le film.
Pourtant, il a rapporté beaucoup d'argent et l'a finalement libérée du contrat avec le studio qui la contrôlait depuis qu'elle était enfant. Le film a rapporté plus de 7,5 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Lorsque Cléopâtre a été présenté en première le 12 juin 1963, il avait déjà marqué l'histoire en dépensant plus d'argent que n'importe quel film auparavant. Élisabeth a été payée 1 million de dollars d'avance, plus 10% des bénéfices. Le coût total du film a atteint 44 millions de dollars, ce qui représenterait plus de 450 millions de dollars aujourd'hui. Il a failli mettre le studio en faillite. Fox a dû licencier son PDG, contracter des prêts bancaires si c'était des prêts bancaires d'urgence, et même vendre des terrains qui sont ensuite devenus Century City à Los Angeles. Bien que le film ait rapporté le plus d'argent cette année-là, il a fallu 10 ans et plusieurs ressorties pour atteindre le seuil de rentabilité. La véritable tempête a commencé en mars 1962 lorsque Elizabeth et sa co-star Richard Burton ont été surpris en train de s'embrasser hors caméra. Le Vatican a qualifié cela de vagabondage érotique et a dit qu'elle y était une mauvaise influence pour ses enfants. Les congressistes américains voulaient qu'elle soit interdite en vertu des lois morales. Même le président Kennedy a fait des blagues à son sujet. Junk 8. Les paparazzis ont envahi les rues de Rome, la suivant partout. Le scandale a stimulé la publicité des studios de centaines de milliers de dollars. Ce que le studio ne pouvait pas acheter en publicité, le scandale le leur a donné gratuitement. Le 4 mars 1961, pendant le tournage à Londres, elle s'est effondrée avec une pneumonie et a eu besoin d'une opération d'urgence pour continuer à respirer. La cicatrice de cette opération est devenue célèbre. Elle portait même des robes décolletées qui la montraient. Lorsqu'elle a remporté l'Oscar pour La Vénus au vison, certains ont dit qu'elle avait obtenu des votes de sympathie. Les archives de l'Académie ont montré qu'elle avait gagné avec seulement 69 voix d'écart. Fox a dû payer les factures d'hôpital et reconstruire les décors ruinés. Mais Elizabeth portait cette cicatrice avec fierté. Elle est devenue un signe de ce à quoi elle avait survécu. Elle a porté 65 costumes différents dans Cléopâtre, dont un qui pesait 18 kilos et était fait d'or véritable. Il était si lourd qu'ils ont dû attacher des fils pour soulager la pression sur ses épaules. Elle s'est évanouie 2 fois en le portant. Les médecins lui ont imposé des limites sur la durée pendant laquelle elle pouvait porter les tenues et lui ont fait porter des poches de glace en dessous. Les magazines de mode ont ensuite déclaré que les ventes d'eyeliner et de bijoux avaient augmenté à cause d'elle. Cette fameuse cape a été vendue en 2012 pour près de 60 000 $. Après Cléopâtre, elle et Burton sont restés sous les feux de la rampe. Ils ont commencé à tourner les VIP le 18 novembre 1962. Leur nouveau contrat leur donnait 1,5 million de dollars plus une part des bénéfices, mais en coulisses, ils se sont constamment battus. Une fois, Burton a brisé un miroir après une dispute. Entre 1963 et 1973, ils ont fait 11 films ensemble, ont rapporté plus d'1 milliard de dollars en argent d'aujourd'hui et ont divorcé 2 fois. Ils ont acheté des yachts, des avions et des diamants valant des millions. Mais leur amour était aussi chaotique que leur carrière. Les studios voulaient leur gloire, mais craignaient leur combat. En 1950, alors qu'elle n'avait que 18 ans, Elizabeth a épousé l'héritier de l'hôtel Conrad Hilton Jr. MGM a dépensé une fortune pour le mariage, le qualifiant d'événement du siècle. Mais en quelques semaines, il a commencé à jouer et à boire beaucoup. Elle a dit qu'il l'avait frappé pendant leur lune de miel. Chunk 9. En décembre, elle a demandé le divorce et en janvier 1951, c'était final. Cela a choqué ses fans. Sa popularité a chuté brutalement cette année-là, mais elle a quitté le mariage avec une bague en diamant et des actions Hilton d'une valeur d'environ 120 000 $ aujourd'hui. En 1952, elle a épousé Michael Wilding, un acteur britannique de 20 ans son aîné. Ils ont eu 2 fils ensemble, mais sa carrière a commencé à s'effondrer. En janvier 1957, elle a commencé à exhiber l'avion privé de Mike Todd peint en rose avec son nom dessus.
alors qu'elle était encore mariée à Wilding. Il a demandé le divorce en juillet et seulement 35 jours tard, elle a épousé Todd. Les chroniqueurs ont appelé cela l'échange de mari le plus rapide d'Hollywood. Todd lui a donné un collier de rubis, valant plus que ce que Wilding gagnait en un an. Malgré le scandale, son prochain film a été un énorme succès. Le 21 mars 1958, l'avion privé de Todd s'est écrasé dans les montagnes du Nouveau-Mexique. Il a explosé à l'impact. Elizabeth était restée à la maison parce qu'elle avait la bronchite. Elle a dit plus tard qu'un rhume lui avait sauvé la vie. Lorsque l'épave brûlée a été renvoyée, elle s'est effondrée. Peu de temps après, elle a commencé à fréquenter Eddie Fisher, qui était marié à Debbie Reynolds. Le 22 mai, Fisher a quitté sa femme et ses 2 enfants. La presse a attaqué Elizabeth. Les stations de radio ont cessé de diffuser les chansons de Fisher. Pourtant, lorsqu'ils se sont mariés en mai 1959, cela a été diffusé à la télévision nationale et regardé par 28 millions de personnes. Elle a rencontré Richard Burton sur le tournage de Cléopâtre en 1962. Ils buvaient tous les deux beaucoup à ce moment-là. Ils se sont mariés en 1964 et sont restés ensemble à travers des combats sauvages, des séjours en cure de désintoxication et des dépenses massives. Burton a un jour payé plus d'1 million de dollars pour un seul diamant. En 1967, la police les a trouvés pour une bagarre à l'hôtel. Elizabeth a tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises en 1973. Ils ont divorcé en 1975, se sont remariés en 1975 et se sont séparés pour de bon en 1976. Ils ont dit que leur seule dépendance plus forte que l'alcool était l'un l'autre. En mai 1969, alors qu'elle répétait pour le seul jeu en ville, elle s'est effondrée à cause de fortes hémorragies. Les médecins ont découvert des fibromes et une maladie cervicale à un stade précoce. Chunk, 10. Elle a eu besoin d'une hystérectomie d'urgence et a reçu 7,9 litres de sang. Son mari Burton lui a donné un énorme diamant pour la réconforter, le plaçant sur son oreiller. Elle a pleuré pendant des heures. Elle a dit plus tard que c'était comme la fin de toute possibilité d'avoir des enfants. Elle a sombré dans la dépression et a fini par se retrouver dans un hôpital cet automne-là. Un peu plus de 3 mois plus tard, elle était de retour sur le tapis rouge, souriant pour les caméras, mais cachant sa douleur. Lorsqu'Elizabeth Taylor a lancé son parfum, White Diamonds, le 12 septembre 1991, elle l'a vaporisé dans un grand magasin. Et, à Noël, il rapportait 30 millions de dollars par mois. Au fil des ans, il a rapporté 1,5 milliard de dollars, plus que tous ses films combinés. Mais la vérité est qu'elle ne le portait pas seulement pour la beauté. Elle a dit à Larry King qu'elle le gardait dans chaque sac à main pour masquer l'odeur des analgésiques. À un moment donné, elle prenait plus de 50 pilules par jour. Elle testait des échantillons de parfums pendant qu'elle était en cure de désintoxication au Betty Ford Center. Même si elle essayait de se désintoxiquer, son parfum avait l'une des formules olfactives les plus fortes jamais créées. C'est devenu sa façon de faire face. Mais en 2011, elle a promis que 20% de tous les bénéfices futurs seraient versés aux soins du sida. Ce qu'elle utilisait autrefois pour survivre est devenu quelque chose qui a aidé les autres à vivre. Après la mort de son ami proche Rock Hudson le 2 octobre 1945, Elizabeth a agi. Seulement 16 jours plus tard, elle s'est tenue dans une salle de bal du Beverly Hilton et a recueilli 1,3 million de dollars en une nuit pour AIDS Project Los Angeles. Peu de temps sans ça. Après, elle a cofondé AMFAR, un groupe de recherche sur le sida de premier plan. Le 8 mai 1990, lors de la première grande audience sur le sida au Congrès, il s'attendait à ce que des médecins prennent la parole. Au lieu de cela, c'est Elizabeth, vêtue d'un costume rose vif, qui a claqué des graphiques sur la table et a interpellé les législateurs pour leur silence. Un sénateur a murmuré qu'elle était immorale, mais elle n'a pas reculé. Son discours a fonctionné.
le financement gouvernemental pour le sida est passé de 819 millions de dollars en 1989 à 2,1 milliards de dollars en 1993. Même lorsque les compagnies d'assurance ont essayé de la punir pour s'être exprimée en augmentant ses primes, elle a refusé d'arrêter. Elle a plaisanté en disant « S'il me laisse tomber, je m'assurerai moi-même avec mes bijoux ». En 1991, elle a créé sa propre fondation pour aider encore plus de personnes. Elizabeth est entrée en cure de désintoxication pour la première fois le 5 décembre 1983. Mais le 6 juillet 1998, elle y est retournée après que des amis l'ont trouvée inconsciente à côté d'une bouteille de Demerol vide. Elle avait 56 ans et était la première grande star à admettre avoir rechuté. « J'ai raté la sobriété, alors je refais le cours », a-t-elle déclaré aux journalistes. Chunk, 11. Elle a participé à 42 séances tests de groupe et a lu publiquement une confession de 14 pages. Elle a admis avoir falsifié des ordonnances de cessesse, de médecins et avoir soudoyé des chauffeurs pour qu'ils récupèrent des pilules dans 5 pharmacies différentes. Cette honnêteté a fait une énorme différence. Les inscriptions en cure de désintoxication ont augmenté de 27% après son départ. Et c'est là qu'elle a rencontré Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment à l'atelier de bois. Il l'a fait rire. Cette rencontre allait changer leur vie à tous les deux. Le 6 octobre 1991, ils se sont mariés au Neverland Ranch de Michael Jackson. Jackson a payé 1 million de dollars rien que pour la sécurité. Un photographe a sauté en parachute dans le jardin pendant la cérémonie. Elizabeth portait une robe jaune à 25 000 dollars. Larry, de 20 ans son cadet, portait un costume à 165 dollars de Men's Wearhouse. La presse l'a surnommé le Cendrillon de la construction. Mais Elizabeth a gardé les choses sous contrôle. Elle a écrit dans leur papier de mariage que s'ils divorçaient avant 5 ans, ils recevraient 1 million de dollars. Ni plus, ni moins. Ils se sont officiellement séparés le 31 octobre 1996, seulement 5 semaines après la date limite. Larry a dit plus tard qu'il avait toujours le boombox qu'elle lui avait donné en cure de désintoxication et qu'il jouait toujours la même chanson du matin tous les jours. Le 3 février 1997, les médecins ont découvert une tumeur au cerveau près de l'oreille silo-gauche d'Elizabeth. Pour éloigner la presse, ils l'ont admise à Cedars-Sinai sous le faux nom d'Elle Spencer. Le 20 février, ils ont utilisé une nouvelle sonde cérébrale 3D pour enlever la tumeur de 2,51. Cela a pris 3 heures. Après son réveil, elle a dit à ses médecins qu'ils pouvaient tenir une conférence de presse dans le couloir. Son médecin a même tenu la tumeur dans un bocal pour prouver qu'elle n'avait pas le cancer. En moins de 2 mois, Elizabeth a utilisé son expérience pour aider les autres en filmant un message public disant aux femmes de prendre les migraines au sérieux. Ce printemps-là, les dons à l'hôpital ont augmenté de 400%. Elle avait déjà vécu tellement de choses. Une trachéotomie en 1961, une quasi-noyade en 1965, une fracture de la colonne vertébrale en 1976 et une grave pneumonie en 1990. Les gens ont commencé à l'appeler le chat aux 9 vies. Elle portait ce surnom avec fierté. Chunk, 12. En novembre 2004, Elizabeth a appris qu'elle souffrait d'une insuffisance cardiaque congestive. Son cœur était trop faible. En février 2009, les médecins ont remplacé une valve en utilisant du tissu de vache. Mais même cela n'a pas suffi. Son cœur ne pouvait pomper qu'à la moitié de sa force normale. À partir de ce moment-là, elle a emporté partout 2 bouteilles d'oxygène verte. Elle leur a même donné des noms, Fred et Ginger, et a plaisanté en disant qu'ils correspondaient à la couleur de ses yeux. Mais son état était grave. Pour une personne de la fin de la soixantaine souffrant d'insuffisance cardiaque, la plupart ne vivent bien pas plus de 2,3 ans. Elizabeth a déjoué les pronostics pendant plus de 2 ans. Mais en avril 2010, les photos des paparazzis ont montré à quel point cela avait empiré. Ses jambes étaient si enflées que ses chevilles étaient 2 fois plus grosses que d'habitude.
Les gens ont toujours parlé de la beauté d'Élisabeth, mais peu savaient à quel point son dos avait souffert. En 1944, pendant le tournage de National Velvet, elle est tombée d'un cheval et s'est blessée à la colonne vertébrale. Cette blessure n'a jamais été traitée correctement et a empiré avec le temps. Elle s'est fracturé le dos 5 fois dans sa vie et a dû subir 2 opérations chirurgicales pour le réparer. Elle souffrait également de scoliose, qui tordait tellement sa colonne vertébrale que même se tenir debout était douloureux. En 2002, elle utilisait un fauteuil roulant bleu vif qu'elle appelait le Liz Rod. Certains magazines s'en sont moqués, mais des radiographies divulguées plus tard ont montré que sa colonne vertébrale était gravement tordue. Elle a dit à Larry King qu'elle ne pouvait se déplacer qu'en prenant 80 mg d'oxycontin chaque jour, 10 fois ce que les médecins considèrent maintenant comme dangereux. Elle a ri une fois en disant « Les diamants sont éternels, les vertèbres ne le sont pas ». Le 12 février 2001, ABC a diffusé un film amusant intitulé « These Old Broads ». La plupart des gens pensaient que c'était juste une comédie, mais pour les initiés, c'était beaucoup plus profond. Le scénario, écrit par Carrie Fisher, a permis à Élisabeth de plaisanter à l'écran sur le fait de voler un mari, se moquant de son scandale de la vie réelle avec Debbie Reynolds et Eddie Fisher en 1959. Élisabeth était très malade pendant le tournage. Des bouteilles d'oxygène étaient gardées juste hors du cadre et parfois son oxygène dans le sang baissait tellement que des alarmes se déclenchaient. Une fois, lorsque son oxygène a atteint un niveau dangereux, elle leur a dit « Tournez encore avant que je ne crève ». Cette gag est en or. Près de 20 millions de personnes ont regardé, mais très peu savaient qu'elle ne pouvait filmer que par courte rafale. Ce serait la dernière fois qu'elle jouerait. Lorsque Michael Jackson est décédé le 25 juin 2009, Élisabeth a été dévastée. Chunk, 13. Le lendemain, elle a écrit 14 tweets totalisant plus de 200 mots, l'appelant son véritable amour. Ce que personne ne savait, c'est que seulement 2 semaines plus tard, les médecins l'ont placée en observation psychiatrique pendant 72 heures. Elle avait pris 24 pilules de Vicodin en moins de 2 jours et son alcoolémie était élevée. Des documents divulgués en 2014 ont montré qu'elle était profondément déprimée. Elle a dit à ses médecins « Si je parle, ils me mettront en titre comme la prochaine tragédie ». Elle a refusé de faire une déclaration publique et ne s'est ouverte qu'une seule fois en 2010 en disant dans un magazine « J'ai essayé de suivre Michael, mais Dieu n'en avait pas fini avec moi ». Le 31 janvier 2011, Élisabeth a été de nouveau transportée d'urgence à l'hôpital. Ses poumons étaient remplis de liquide. Elle y s'est restée 52 jours. Le 23 mars 2011, elle est décédée à 1h28 du matin à l'âge de 69 ans. Les funérailles ont eu lieu l'après-midi suivant à Forest Lawn. La cérémonie a commencé exactement 15 minutes en retard. Une note dans la poche du rabbin expliquait que cela avait été prévu ainsi. Élisabeth avait dit « Elle doit être en retard à ses propres funérailles ». Ces dernières paroles chuchotées à une infirmière de nuit ont été à s'en été maïssant. Dis à Richard que je suis en route. Elle voulait dire Richard Burton, l'amour de sa vie. Des années plus tôt, il avait promis de placer une lettre dans son cercueil. Cette lettre, écrite en 1983 et scellée dans du papier lavande, a été doucement placée dans ses mains avant qu'il ne ferme le couvercle. Le 13 décembre 2011, Christie's a organisé une vente aux enchères de ses bijoux. Les experts étaient stupéfaits. Le total a atteint 156,7 millions de dollars, 4 fois plus que toute autre vente de bijoux d'un seul propriétaire dans l'histoire. Un collier seul, une perle du XVIe siècle autrefois portée par les reines espagnoles, s'est vendu 11,8 millions de dollars. Élisabeth avait décidé que tous les bénéfices iraient à la recherche sur le sida. Seulement 2 semaines après la vente aux enchères, sa fondation a financé une expédition de médicaments contre le VIH au Zimbabwe. Ce fut un tournant. Les magazines qui suivaient autrefois ses mariages montraient maintenant des graphiques sur les vies que ces diamants sauvaient.
En 1983, Elizabeth s'est assise avec Barbara Walters et a dit au monde « Je suis alcoolique et toxicomane ». Ce moment a tout changé. 50 millions d'Américains l'ont regardé le dire en direct. Avant cela, les sœurs étaient envoyés dans des cliniques de repos tranquilles, sans aucune vérité réelle. Mais l'honnêteté d'Elizabeth a aidé les gens à considérer la dépendance comme une véritable maladie. Les centres de désintoxication ont signalé plus de patients. Les médias ont commencé à en parler différemment. Même l'American Medical Association l'a félicité d'avoir aidé le pays à prendre la dépendance au sérieux. Lorsqu'elle est décédée en 2011, sa fondation ne s'est pas arrêtée. La Elizabeth Taylor AIDS Foundation a continué. Chunk 14. Entre 2011 et 2025, elle a versé plus de 20 millions de dollars à 700 projets dans 45 pays. L'aide est allée dans des endroits que la plupart des gens ignoraient, comme des camionnettes de dépistage mobile dans les petites villes et des cliniques spécialisées pour les patients transgenres au Kenya. En 2019, la Fondation a financé des kits de tests gratuits pour les hommes du Mississippi, ce qui a entraîné une forte augmentation du diagnostic précoce du VIH. En 2023, elle a même contribué à pousser le Congrès à ajouter 10 millions de dollars à la recherche sur le VIH. Même dans la mort, Elizabeth Taylor se battait encore, aidait encore, brillait encore.